Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Alors pour cette vidéo nous allons parler de la 7e édition de l'appel de Cthulhu, mais l'édition Edge, parce que précédemment cette édition avait fait l'objet d'une localisation par Saint-Détour qui depuis ayant cessé son activité, le produit a été repris par Edge Entertainment. Alors nous avons déjà parlé il y a quelque temps de la boîte de base. Alors cette boîte de base, comme vous voyez, elle a souffert. On en avait parlé dans la vidéo de présentation de cette boîte que vous pouvez trouver sur Guerre et Plomb TV. C'est pas vraiment génial au niveau du conditionnement. C'est une boîte en carton tout mou et vu au fil des utilisations, comme on l'avait prévu, elle s'est très dégradée. Alors, nous avons une bonne nouvelle, c'est que Edge a annoncé que cette année, le produit allait ressortir dans une version, une boîte beaucoup plus solide. Voilà. Il s'agit d'une boîte d'initiation. Vous pouvez toujours aller voir sur Guerre et Plomb TV de quoi il en retourne. Alors, cette fois-ci, nous allons parler plutôt de l'appel de Cthulhu, 7e édition, mais pour, à mes yeux, ce qui est indispensable pour pouvoir jouer sur le long terme à ce jeu inspiré de l'univers de H.P. Lovecraft. Alors, depuis, il est sorti une belle campagne qui s'appelle un supplément de contexte même, puisqu'on ça va plus loin qu'une simple campagne. Berlin la dépravée, mais nous n'allons pas en parler cette fois-ci, on en parlera plus tard. Là, nous allons parler essentiellement des produits de base. Alors, on va commencer par le manuel de l'investigateur. Alors, le manuel de l'investigateur, c'est le livre que tout joueur de l'appel de Cthulhu se doit de posséder, puisqu'il permet de créer ses personnages, etc. Voilà. Ensuite, l'accessoire du gardien. Alors l'accessoire du gardien, c'était sous blister, mais je ne suis pas résisté à l'envie de l'ouvrir. C'est l'écran et différentes aides de jeu, et des scénarios comme on va le voir. Enfin, un énorme pavé, le manuel du gardien, qui lui permet au meneur de jeu à la fois de pouvoir créer son univers, de pouvoir gérer au mieux ses parties, voire les créer ses propres scénarios, mais aussi, vu l'engin, calmer les investigateurs qui seraient un peu trop indisciplinés autour de la table, au regard du poids. Ça fait une très belle arme contondante. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour l'appel de Cthulhu, un feuilletage express, mais cette fois-ci en 3 épisodes. Alors, nous allons commencer par le manuel de l'investigateur. Alors, le manuel de l'investigateur, c'est le livre du joueur, en gros, voilà, et du meneur de jeu par la même occasion. Comment se passe-t-il? Alors, tout d'abord, une présentation rapide, table de matière, introduction, cadre du jeu. Tout simplement, ce livre commence par une nouvelle de Lovecraft, une des plus connues, l'Abomination de Dunwich. Une longue nouvelle de H.P. Lovecraft qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Lovecraft, pourra faire l'occasion d'une immersion totale dans l'univers. Un univers sombre, xénophobe, il faut le dire, hanté par des créatures venues de l'espace, mais habitant sur Terre depuis des éons, et qui, invoqués par des sectes, des fanatiques, reviennent de temps en temps hanter les humains, leur but ultime étant de reconquérir la Terre qu'ils dominaient il y a des millions d'années. En gros, voici en quoi consiste l'univers de Lovecraft, qui a fait aussi beaucoup de nouvelles horrifiques indépendantes. Alors vous voyez, c'est une longue nouvelle. Alors ceux qui ne l'ont pas lu vont découvrir un texte vraiment génial. Franchement, l'Abomination de Dunwich, c'est génial. Alors, la création des investigateurs, évidemment. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas le basic role-playing, c'est des jets de dessin. Alors, le personnage divisé en différentes compétences et caractéristiques. Et il doit faire un jet de dessin. Donc, il a 30% de chance de réussir son action. Il lance un dé 100, s'il fait en dessous de 30%, il réussit l'action. S'il fait au-dessus de 30%, il rate l'action. Tout ça, la base, c'est aussi simple que ça. Voilà. La maquette est claire. C'est un papier de qualité. C'est un très beau produit. Voilà.
vous avez une petite aide pour le trouver votre nom par rapport à l'époque, hein, en sachant que la plupart des noms sont des noms anglo-saxons, vu que à la base l'appel de Cthulhu se déroule aux États-Unis, mais bon, il est très facile de localiser dans différents endroits européens. Voilà, optionnel. La création d'investigateur proprement dite, comment les différentes étapes pour créer son investigateur. Voilà, un exemple de création. Les occupations. Alors là, vous allez choisir une occupation pour votre personnage qui est en gros, qui va déterminer ses compétences. Alors les occupations est, vous voyez, assez importante. Voilà. Vous avez même des occupations très modernes comme pirate informatique. Vous pouvez jouer dans différentes époques, donc il n'est pas nécessaire de conserver votre équipe d'investigateurs dans un univers totalement années 20, hein. Vous pouvez jouer même moderne. Voilà. Après, vous avez le détail de chaque occupation avec les points de compétences qu'il possède et les compétences spécifiques. Voilà. Des compétences plus ou moins intéressantes, je veux dire le clochard, le cow-boy, tout ça, peut-être que ça intéresse certains personnages, certains joueurs, mais bon, voilà, employé, le gourou, gardien de zoo, vous avez des occupations qui n'étaient pas dans les précédentes éditions, hein. Officier militaire, plus classique, pilote, photographe, là on reste dans le classique, psychologue, psychanalyste, on reste dans le classique aussi. Voilà. Les compétences qui sont le fruit de ces occupations. Voilà. La compétence s'ajoute à votre occupation pour déterminer la chance que vous avez de réussir. Voilà. Voilà, baratin, bibliothèque, etc. Alors, le fameux objet caché, on va y arriver, hein. C'est ce qu'on reproche un peu parfois à l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire le côté un peu aléatoire de la mécanique, mais il faut savoir qu'un meneur de jeu sait s'adapter. Je veux dire, il n'est pas obligé de jouer aveuglément le jet de dés, il peut aussi jouer suivant la logique et les réactions et les réflexions de ces personnages joueurs. Voilà, les sciences, on va aller plus vite parce que c'est pas vraiment indispensable. Organisation des investigateurs. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez créer des groupes qui permettent à vos joueurs de se retrouver au sein d'une organisation, voilà, qui leur permet de coordonner leurs actions, mais aussi de justifier le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils évoluent ensemble au sein de la même aventure. Voilà, vous avez différents compagnons, personnages que vous pouvez trouver dans vos organisations. Voilà. Le quotidien des investigateurs. Alors on rentre plus dans le roleplay, hein, tout ce qui existe. Alors on va des journaux à l'internet, en passant par la bibliothèque. Voilà, les différents contacts on peut trouver, les considérations tactiques. On va pas tarder à arriver à l'équipement. Vous allez voir. Alors, dans le manuel de l'investigateur se retrouvent aussi des créatures de Cthulhu. Moi, j'aurais plutôt mis dans le manuel du gardien, mais bon. Alors, les années folles aux États-Unis. Là, c'est si vous restez dans la période de Lovecraft, c'est-à-dire de 1918 à 1930, vous avez tout l'essentiel pour comprendre l'univers américain dans ces années-là et pouvoir éviter les anachronismes et mieux savoir exactement ce que vous pouvez faire et devez faire durant ces périodes. Du moins votre investigateur. Les armes à feu. Voilà. Alors vous voyez, ce bouquin, il est plutôt consacré aux années 20. Hein. Rien ne vous empêche de créer un personnage qui va jouer dans une époque moderne, mais vous ne trouverez pas
dans cette époque-là, dans ce livre-là, le nécessaire pour développer votre personnage, en sachant que bon, c'est vos jeux contemporains, il suffit de regarder les infos et internet pour en savoir plus. Le conseil aux joueurs, voilà, la coopération. Cthulhu est un jeu très létal, donc il est conseillé aux joueurs de ne pas toujours foncer tête baissée dans les intrigues, mais plutôt jouer la réflexion. Le chapitre 10, c'est les annexes, avec une chronologie des événements de l'époque. Voilà. Voilà, pour savoir où on en est. Les distances à vol d'oiseau, les équipements possibles, les prix, une petite illustration Lovecraftienne. Voilà. Là, vous avez les prix plus modernes. Voilà, table des armes générale. Voilà. Voilà. Et on arrive à la feuille de personnage à la fin qui vous permet de noter tous les caractéristiques et les données essentielles de votre personnage. Voilà pour le manuel d'investigateur. Alors on en vient à l'accessoire du gardien. Alors il était sous blister, j'ai enlevé le blister. À l'intérieur vous avez l'écran du meneur, du gardien. Voilà, tous les éléments essentiels récapitulés. C'est un écran 3 volets au format rigide, paysage. Voilà. Vous avez également un plan mystique de la Terre. Le plan d'Arkham, la fameuse cité créée par Lovecraft, avec Kingsport et Innsmouth, où se trouve la fameuse université miskatonique. Le comté de Miskatonic, qui est une rivière qui baigne la région. Ipswich, voilà. Vous avez Arkham. Voilà, vous avez aussi les petites villes qu'on va essayer de repérer. Kingsport est là. Voilà. Des plans que je ne vous montrerai pas plus. Des aides de jeu, vous n'en saurez pas plus non plus. Le guide de référence du gardien, qui récapitule toutes les données essentielles. Et 2 scénarios d'introduction, la maison hantée et le phare défaillant. Franchement, il y a de quoi faire. Enfin, le manuel du gardien. Alors, le manuel du gardien, c'est un gros pavé qui contient à la fois les éléments du manuel de l'investigateur et des éléments supplémentaires qui vous permettent d'aller plus loin. Donc si vous comptez jouer gardien, il n'est pas nécessaire de posséder le manuel de l'investigateur. Vous avez ici tout le nécessaire pour pouvoir à la fois gérer la création d'un investigateur et aller plus loin au sein de la création de scénario et de la direction d'une partie. Introduction avec un exemple de partie. Voilà. Vous avez la présentation de Lovecraft et de l'univers de Lovecraft. La création d'un investigateur, comme je vous disais, on reste pour l'instant une partie qui est accessible même aux joueurs. Accessible et fortement conseillé. Vous voyez, vous avez tout qui est repris. Voilà, donc vous pouvez créer un personnage avec le manuel du gardien. Vous n'avez pas besoin de posséder le manuel de l'investigateur. Voilà, création, les compétences. Voilà. Vous avez tout, on va passer rapidement. Le système de jeu, un peu plus détaillé que dans le manuel de l'investigateur. Mais dans l'ensemble, ça y ressemble.
test de connaissance, etc. Les règles de combat. Alors, on rentre dans le détail. Le round de combat, le combat à main nue, comment se déroule un combat dans l'appel du Tudu avec le système Basic Role Playing. Vous avez une aide-mémoire d'ailleurs là qui est très pratique. Un exemple de combat avec les défilements des rounds. Voilà. Les dégâts. C'est très bien fait, c'est vraiment agréable à lire. Vous avez énormément de données, mais dans l'ensemble, c'est très pratique. La règle de poursuite qui est souvent fréquente dans ce jeu. Poursuite en voiture, évidemment. Voilà, avec les systèmes de déplacement. Les règles optionnelles. Collision de véhicule. C'est très détaillé. Hein. Là, vous avez le système de rattrapage de... On arrive à la santé mentale. La santé mentale qui m'a mené les personnages vers la folie et au final vers jusqu'à ce que le personnage devienne injouable en gros. Plus ils vont en apprendre sur le mythe et c'est ce qu'on reproche parfois à ce jeu, c'est que ce jeu est un jeu où votre personnage finalement sa progression se fait vers la folie et plus il en sait, plus il en découvre, il va lutter, mais c'est une lutte un peu vaine en fait. Voilà. Vous avez toutes les phobies, les manies. À chaque fois qu'un personnage se retrouve dans une situation traumatisante, il doit faire un test en fonction de sa psyché, de sa santé mentale, etc. Il va plus ou moins réussir ce test et s'il le rate, il va acquérir des phobies, etc. La magie. Alors la magie, souvent, on en trouve peu souvent dans les parties de l'appel de Cthulhu, tout simplement parce que c'est pas très facile à manier à mon goût, quoi. Donc il y a beaucoup de meneurs et même qui dirigent leur scénario où la magie est quasiment absente. Or, si c'est bien amené, si c'est bien fait, on se retrouve avec des éléments supplémentaires, l'introduction de petits plus qui font que vos personnages et les personnages non joueurs en deviennent un peu plus, disons, imprévisibles. Alors il faut, à mon avis, que cette magie soit vraiment distillée légèrement au sein de votre scénario. Hein. Il ne faut pas non plus que ça devienne... on n'est pas dans de la fantasy, hein, ni dans un jeu purement magique. Et justement, plus elle est discrète, et plus elle est rare, et plus elle va impressionner vos joueurs. Alors là, on arrive au conseil au gardien. Là, comment travailler, comment créer des personnages en joueurs, etc. Là, on est vraiment au cœur du sujet. Voilà. Et vous voyez, il y a de la lecture. Hein. Voilà. Voilà, terminer l'histoire. La bibliographie du surnaturel. Les livres du mythe, vous avez on va pas faire dans l'exhaustif, mais vous avez énormément d'ouvrages qui ont été créés par Lovecraft et ses successeurs. Voilà, que les investigateurs pourront trouver au cours de leurs enquêtes. Vous avez un extrait du Necronomicon, voilà, des ouvrages occultes, et tous ces ouvrages, évidemment, vous amènent des connaissances supplémentaires. Le grimoire, on en parlait, la magie, comment utiliser un grimoire, les différents sorts. Voilà. Les artefacts et machines étranges. Monstres, animaux. On reprend l'étape du livre du manuel d'investigateur, mais avec des détails évidemment qui sont indispensables aux gardiens pour pouvoir les introduire dans ces scénarios. Voilà.
voyez, il y a pléthore de créatures. Hein. Beaucoup d'illustrations d'ailleurs. Ça me rappelle ces anciennes éditions des cartes. D'ailleurs, au niveau des graphismes. Enfin, les scénarios. Alors là, je vais pas vous en dévoiler plus. Vous avez des scénarios des scénarios, voilà, qui vous amènent jusqu'à la fin du livre. Et à la fin, vous avez les listes d'équipements. Voilà. Vous avez également quelques annexes. Modificateur de compétences. Voilà. Je ne vais pas plus détailler par la fin parce que là vraiment, si vous êtes joueur, ça va vous gâcher un petit peu la surprise. Alors voilà, on a fait un petit tour d'horizon de cette gamme toute nouvelle de l'appel de Cthulhu, la 7e édition, ce produit qui depuis des années est à mes yeux peut-être ce qui se fait de mieux dans le jeu d'horreur. Pour autant, faut-il aimer le système basic role-playing, hein, beaucoup de gens n'aiment pas trop cette mécanique. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on y joue qu'on est vraiment, faut le dire, habitué. Hein. Donc franchement, je suis très content que Edge ait pris le relais de Sans Détour. Alors Sans Détour, il n'avait pas du tout la même politique, proposait une magnifique collection hein, de produits, que ce soit dans la 6e édition ou dans la 7e édition. Les livres sont absolument magnifiques, faits à partir de photos d'époque, etc. Ici, la démarche est complètement différente. Ici, Edge reprend carrément la version américaine, avec les illustrations américaines, ce qui avait été un peu critiqué lors de la sortie de la boîte de base, puisque lors de la sortie de la boîte de base, beaucoup de gens avaient trouvé l'illustration vraiment un peu kitsch, voire un peu inspiré presque un épisode de Scooby-Doo, tellement que les couleurs étaient flashy. Là, avec les couleurs qu'on revoit à travers les différents ouvrages qu'on a pu voir, vous voyez qu'on retombe un peu dans la gamme classique, c'est-à-dire les dessins sont sombres, etc. Ça inspire vraiment l'horreur et l'indicible de Lovecraft. Alors moi, j'ai qu'une chose à souhaiter, c'est longue vie à cette nouvelle édition. Je pense sincèrement pouvoir à nouveau me replonger, j'ai jamais arrêté en fait, me replonger dans cet univers et pouvoir à nouveau faire découvrir à mes investigateurs de toutes nouvelles aventures, en espérant la création de nouvelles campagnes aussi imaginatives que furent les grands classiques comme les Masques de Nyarlathotep, etc., qui avaient été repris d'ailleurs par Sans Détour, mais qui ici innoveraient un petit peu. Ces campagnes qui étaient un petit peu monolithiques et qui faut l'avouer, malgré le côté nostalgique, quelquefois un petit peu vieillotte. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Guerre et Plomb, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de communiquer votre vidéo, de partager sur les réseaux sociaux. À bientôt.